Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es la sage-femme préférée des Français. Je rappelle que tu as écrit un ouvrage adressé aux enfants et aux ados sur les règles qui s'appelle Tout sur les règles. Et c'est en lien notamment avec notre sujet du jour parce qu'aujourd'hui, on accueille non pas un mais deux invités, les docteurs Lucie Joly et Hugo Bottmann. Bienvenue et merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Lucie, vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, spécialisée dans la santé mentale des femmes, en particulier pendant la grossesse et le postpartum, et enseignante à la Sorbonne Université. Hugo, vous êtes aussi psychiatre à l'hôpital Bicêtre et chercheur associé à l'Institut du cerveau de Paris et dans l'équipe Moods de l'Université Paris-Saclay. Le 18 septembre, vous sortez un livre, La dépression au féminin. Vous vulgarisez un grand nombre d'études qui ont été publiées sur la santé mentale des femmes. En vrai, c'est absolument passionnant. On l'a lu toutes les deux avec Anna, on a adoré. Donc déjà, merci pour ce précieux travail. Il y a un chapitre qui va nous intéresser en particulier pour notre sujet du jour. Il s'appelle « La cyclicité de la tristesse féminine » parce que les hormones sont notamment, et pas que, responsables de notre bonne ou de notre mauvaise humeur. Chers auditeurs et auditrices, normalement, vous devez le savoir, on en a déjà parlé, les variations d'hormones chez les femmes sont fréquentes et cycliques. Bref, Lucie et Hugo, la littérature scientifique, elle le montre, l'humeur des femmes, elle est affectée par notre cycle, c'est ça ? C'est important de rappeler que le mot hormone, ça vient du grec mettre en mouvement. Et finalement, c'est à partir de la puberté que la valse des hormones, elle va s'enclencher. Et en effet, il y a différents travaux scientifiques qui ont montré ce lien entre cette variation hormonale et de potentiels troubles de l'humeur. Il y a un mystère quand même pour la dépression, c'est que la dépression, c'est quelque chose de très commun. Et en fait, on n'en parle pas tellement, mais c'est 2 fois plus fréquent chez la femme. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois dû à plein de causes. On les détaille un peu dans le livre. Il y a des causes sociales, bien sûr, il y a des causes d'organisation. Mais il y a aussi des choses qui sont très biologiques. Les deux interagissent. Et en fait, les hormones, c'est probablement l'une des clés principales pour comprendre justement cette prévalence, cette incidence des troubles mentaux chez la femme, et en particulier de la dépression. Mais 2 fois plus fréquent chez les femmes. Je sais pas ce que t'en as pensé, Anna, mais moi, j'ai eu envie de tomber de ma chaise. Je ne savais pas. Je pensais même que c'était le contraire. Oui, moi aussi, on a cette vision que c'est un homme, on a la vision du dépressif comme étant un homme, souvent alcoolique. Oui, pas du tout cette vision qu'il y a 2 fois plus de femmes qui ont des dépressions. Ça, c'est évident. Moi, c'était même pour moi une surprise, quand même fou. Alors que c'est vrai que pour la grossesse, pour des moments de vulnérabilité précis, d'accord, mais pour le commun des mortels, on pourrait dire oui. Pour moi, c'était une surprise aussi. Anna, avant qu'on parle des conséquences de nos hormones sur notre état de santé, tu peux juste nous faire un petit rappel, c'est quoi le cycle menstruel ? Alors, le cycle menstruel, rien de plus simple. Il commence par les règles qui durent en moyenne entre 3 et 6 jours, on va dire. S'ensuit la période préovulatoire, une ovulation, puis une phase lutéale. Alors, on a dans la tête que ça dure en moyenne 28 jours. Il s'agit bien d'une moyenne, on va dire de 21 à 35 jours. Et d'ailleurs, je profite pour dire que s'il y a des anomalies dans votre cycle menstruel, il faut venir nous voir. On est très sympathiques, nous les sages-femmes, les gynécos, et vous allez le voir, les psychiatres aussi. Donc, venez nous voir si vous avez des soucis. Juste avant de revenir sur les hormones et tout ce qui fait que chez la femme, on va expliquer la dépression de certaines façons, est-ce que la manière dont s'expriment les dépressions féminines, elle est différente de la manière dont s'expriment les dépressions masculines ? Mais oui, il y a un visage qui est différent de la dépression au féminin. Il y a des caractéristiques qu'on va dire atypiques, avec par exemple une augmentation de l'appétit, des troubles du sommeil avec plutôt une tendance à l'hypersomnie, plus de douleurs physiques. Alors que chez l'homme, c'est plutôt de l'irritabilité, de la colère, des troubles de l'addiction, un hyperinvestissement sportif, professionnel. Donc c'est vraiment 2 aspects cliniques qui sont différents. On oppose ainsi, comme ça, très souvent, un peu schématiquement, une dépression très colérique chez l'homme, associée à des comportements un peu violents, de transgression, et une dépression plutôt triste, un peu dans le retrait chez la femme. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'à chaque fois, il y a des spécificités aussi, on peut retrouver les deux. Mais en tout cas, c'est un peu l'image sociale qu'on a de la dépression. Et bien sûr, la dépression colérique, elle est bien plus visible, parce que la dépression de la femme, finalement, c'est une dépression qui se fait dans le silence des foyers, qui s'oublie, et qui est parfois oubliée aussi par la société.
Du coup, cet aspect personnalisé, il est un peu récent en médecine et c'est vrai qu'on a pu le voir, par exemple, dans l'infarctus du myocarde où depuis peu, on voit que en fait, les symptômes ne sont pas les mêmes chez l'homme et chez la femme et il y a un délai de prise en charge qui est du coup allongé chez la femme. Finalement, c'est un peu pareil dans la dépression. Et moi, j'ai une question. Il y a beaucoup de sages-femmes, beaucoup de médecins qui utilisent une échelle de dépistage qui s'appelle le dépistage HAD. Donc, en fait, tu réponds, Nina, à tout un tas de questions. Et je me suis demandé, du coup, mais est-ce que ces échelles de dépistage, elles ont été testées sur hommes et femmes ou que sur les hommes? Parce que du coup, si vous dites que c'est atypique, je me dis, bah zut, ça se trouve, on fait passer des échelles de dépistage à plein de gens, alors qu'en fait, ça leur est pas du tout adapté. Alors ces échelles, elles ont été testées initialement, en effet, sur des échantillons, en effet, où il y avait hommes et femmes. Mais on sait, par exemple, pour les dépressions atypiques, donc comme l'a dit Lucie, c'est des dépressions pour lesquelles les symptômes sont vraiment en miroir de la dépression classique. Dépression classique, vous êtes ralenti. Dans l'atypique, vous êtes plutôt accéléré. Vous avez plutôt une insomnie dans la classique, là vous dormez beaucoup trop. Et vous avez plutôt une anorexie dans la classique, là vous mangez beaucoup avec une appétence pour le sucre en plus. Les choses très sucrées, ça vous attire, vous avez envie de manger énormément. Et en fait, ces symptômes-là, ils sont pas toujours bien captés par les échelles, en effet. Et donc, ils peuvent passer un peu à côté. Et globalement, depuis des années, les essais, la recherche a été basée finalement sur, un échantillon, avec très souvent des hommes, en pensant que, les variations hormonales comme ça allaient biaiser les résultats et en fait, c'est vraiment tout le contraire. De prendre en compte ces variations hormonales, ça va nous permettre de mieux comprendre, les pathologies et puis de mieux les soigner. Cette vision genrée de la recherche, d'ailleurs, elle était intéressante, parce que s'il y avait l'idée comme ça qu'il y avait des fluctuations hormonales très importantes chez la femme, œstrogène, progestérone, on en parlera après, et que chez l'homme, c'était fixe finalement, la testostérone était toujours présente, elle était là, magistrale chez l'homme. En fait, c'est pas du tout ça. Vous prenez un homme dans une seule heure, là, pendant l'heure qu'on enregistre cette émission, et ben ma testostérone, par exemple, elle a fluctué de façon extrêmement importante aussi, avec des taux très hauts à certains moments, très bas à d'autres. Donc des fluctuations qui sont beaucoup plus importantes, avec une rythmicité en fait beaucoup plus importante aussi que ce qui se passe chez la femme. Donc cette idée un peu fausse qu'il y avait des fluctuations chez la femme, pas de fluctuations chez l'homme, elle est totalement remise en cause aujourd'hui. C'est pour ça que ça n'a plus de sens de faire les essais cliniques uniquement chez les hommes. Et est-ce que la dépression est moins grave chez la femme? Ça aussi, c'est une idée qui circule, que globalement, une dépression chez une femme, c'est quand même un peu moins grave que chez l'homme. Déjà, la dépression chez la femme, elle est plus fréquente, plus prolongée et elle peut être très grave. Donc, ça veut rien dire. C'est vraiment, ça peut être, aussi sévère que chez un homme. C'est vrai qu'alors qu'il y a cette idée, comme il y a une prévalence plus importante, finalement, il y a plus de dépressions qu'on observe. Et donc, en moyenne, elles sont un peu plus faibles en termes de symptomatologie, moins sévères que les grosses dépressions qu'on voit chez l'homme, où il y a beaucoup plus de suicides, beaucoup plus mortels aussi les suicides. Chez la femme, on sait qu'il y a plus de tentatives de suicide, par exemple, mais des suicides qui sont moins mortels. Et donc, c'est encore une fois une représentation un peu caricaturale, en fait. Il n'y a pas vraiment de différence d'intensité entre la dépression chez l'homme et chez la femme. Les dépressions les plus sévères, c'est un mot qui a une connotation un peu romantique, mais en fait, qui est un mot clinique, médical, c'est la mélancolie. La mélancolie, c'est vraiment la forme la plus sévère de la dépression. Et on la retrouve à la fois chez l'homme, à la fois chez la femme, avec des traitements et des prises en charge qui sont très différents d'ailleurs des dépressions classiques. Je fais une mini aparté, mais du coup, on mesure la sévérité d'une dépression à l'aune du potentiel suicide? Non. Ça fait partie des échelles, en tout cas, pour mesurer la sévérité. Mais en fait, chacun des symptômes va être coté. Par exemple, on cote la tristesse, on cote l'anédonie, l'absence de plaisir. On n'en a pas parlé, mais c'est une des caractéristiques de la dépression. C'est-à-dire qu'on est privé progressivement de notre sève, de notre plaisir, notre désir. Et on se retrouve un peu comme un fantôme à errer dans le monde sans trop savoir ce qu'on a envie de faire. Et donc, tous ces symptômes-là, ils sont cotés. Et la cotation globale de ces symptômes donne une sévérité. Et bien sûr, on va agir différemment selon la sévérité. Sauf que comme c'est en fonction de ce qu'a rapporte le patient, on sait aussi que les femmes, par exemple, elles vont avoir tendance à rapporter des niveaux de douleur plus faibles. Est-ce que les choses, elles sont quand même mises non, pas du tout. C'est une fausse idée. Alors, quand on regarde en fait Ouais. les études, donc ça, on en parle d'ailleurs dans un des chapitres sur l'interoception, c'est-à-dire la perception du corps par les femmes. En fait, les niveaux de douleur, en effet, ils sont rapportés linguistiquement différemment, c'est-à-dire que le langage façonne un peu la façon dont on parle de notre douleur. Les femmes elles vont avoir des plaintes différentes des hommes, mais très souvent, c'est quand même des plaintes aussi qui sont très corporelles. Il y a beaucoup plus d'ailleurs de symptômes corporels chez la femme et beaucoup plus de plaintes chez la femme, alors que chez l'homme, ça va être des symptômes qui vont être beaucoup plus liés à l'environnement, au fait qu'on n'est pas bien dans son travail, qu'on ne doit pas faire ça, etc., etc. Et donc, finalement, la dimension corporelle aussi, on sait que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans ces dépressions au féminin, avec des symptômes qui parfois sont les seuls symptômes de dépression. On a des femmes qui se plaignent de maux de tête récurrents, de maux de ventre récurrents, de lombalgie, de douleurs dans le dos qui sont récurrentes. Et ça, en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg. Les autres symptômes, si on ne va pas les chercher, ils n'apparaissent pas. C'est un peu ce qu'on a voulu montrer dans le livre, c'est que la dépression, c'est pas simplement de la tristesse finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça et ça peut avoir des visages très différents.
On va essayer de réangler un peu sur ce qui nous intéresse aujourd'hui parce qu'on pourrait parler de absolument tous les chapitres de votre livre, mais on a décidé aujourd'hui de parler en fait de la cyclicité. C'est un mot très dur à prononcer. On va parler du fait que les femmes ont un cycle menstruel et que ce cycle, il va avec une variation d'hormones qui peut jouer sur l'humeur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de quelle manière ces hormones, elles vont jouer sur l'humeur d'une femme? En effet, au fur et à mesure des menstruations, il y a plein de modifications hormonales qui sont cycliques, c'est-à-dire qu'elles reviennent de façon à peu près équivalente au fur et à mesure des cycles, avec des variations de la FSH, des oestrogènes et aussi de la progestérone, et qui vont faire en sorte que finalement, à chaque mois, on va avoir une imprégnation hormonale par le corps et par le cerveau qui va être différente selon les moments du cycle, selon les moments du mois. Et ça, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça n'a pas juste des effets corporels. On sait que les hormones, elles ont des effets corporels, mais ça a aussi des effets sur les neurones et sur le fonctionnement du système nerveux, avec vraiment la façon dont les aires cérébrales communiquent entre elles, dont les neurones échangent de l'information, qui va être influencée par cette imprégnation hormonale. On sait aussi, et ça c'est des découvertes qui sont relativement récentes, que les neurones eux-mêmes, le système nerveux lui-même, notamment le système nerveux central, et les cellules gliales, c'est les cellules qui entourent les neurones, eh ben, ils vont aussi produire des hormones qui vont aussi avoir des effets internes de régulation au sein du cerveau. Et donc ça donne déjà une grille d'explication pour des choses qui sont décrites depuis l'Antiquité, qu'on connaît depuis l'Antiquité, mais qu'on n'explique pas, ou alors qu'on explique différemment, avec des hypothèses sociologiques, des hypothèses culturelles, qui bien sûr interagissent avec les premières, mais en tout cas ça donne un sens scientifique. Mais du coup, dans notre idée qu'on serait de mauvaise humeur avant les règles, alors c'est vrai ou c'est faux? Enfin, est-ce que oui ou non? Alors, oui, on est plus irritable. En effet, ce qu'on va appeler le syndrome dysphorique prémenstruel, c'est vraiment l'exemple parfait qui montre vraiment l'impact de ces variations hormonales avec l'humeur. Et ben, ce syndrome dysphorique prémenstruel, il va toucher 5% des femmes, donc pendant la phase lutéale, c'est-à-dire entre l'ovulation et le premier jour des règles. Et il va y avoir des symptômes assez sévères, avec de l'anxiété, de la dépression, de la tristesse, une hypersensibilité, ce qu'on va appeler des troubles des conduites instinctuelles, avec des troubles du sommeil, de l'appétit, de la libido. Et donc, ils vont être très handicapants pour la femme. Et ça, c'est d'ailleurs assez peu pris en compte dans tout ce qui est organisation professionnelle. Et c'est très souvent des symptômes qui sont banalisés. Il est important de faire la différence avec le syndrome prémenstruel, qui, là, pour le coup, est quelque chose de très physiologique, comparé au syndrome dysphorique prémenstruel, qui, lui, est vraiment pathologique, où il y a des symptômes dont on vient de parler, mais qui sont de moindre intensité et qui ne vont pas altérer le fonctionnement. Et le syndrome prémenstruel, il concerne plus de femmes? Voilà, il concerne environ 20 à 50% des femmes, donc c'est assez fréquent, mais il peut être aussi très gênant et on peut se sentir vraiment pas bien. Et donc, on peut faire la comparaison, par exemple, avec le baby blues, qui est un état physiologique, qui a un peu les mêmes symptômes que la dépression du postpartum, mais de moindre intensité. Là, c'est pareil entre le syndrome prémenstruel et le syndrome dysphorique prémenstruel. Et à l'inverse, est-ce qu'au moment de la phase ovulatoire, est-ce qu'il y aurait un état, pas maniaque, j'imagine, mais est-ce qu'on peut décrire des états, en tout cas, oui, presque maniaque. Alors maniaque, vous pouvez nous dire d'ailleurs ce que c'est en termes psychiatriques, mais est-ce que ça existe ça à l'inverse ou pas? Ça a déjà été décrit, mais c'est beaucoup moins fréquent, en tout cas, que ce qu'on décrit là, qui est vraiment 5%. En fait, ça fait Oui, beaucoup c'est de monde beaucoup. pour le trouble dysphorique prémenstruel. L'état maniaque, en gros, c'est une élévation de l'énergie, une absence de besoin de sommeil. C'est-à-dire qu'on peut travailler, faire plein d'activités pendant 3 jours de suite sans dormir. Et le corps ne ressent aucune fatigue. Ce qui montre bien aussi dans le ressenti de la fatigue dans la dépression. La fatigue, en fait, c'est quelque chose de très cérébral. C'est-à-dire, c'est la façon dont le cerveau s'imagine que le corps a des ressources pour répondre aux actions qu'il doit mettre en place. Et donc, si le cerveau se dit « j'ai toutes les ressources qu'il me faut », il continue à puiser ce qu'il faut dans le corps sans vous faire ressentir du tout de fatigue. Quand on est maniaque, on a justement cette absence de ressenti de fatigue. Et puis, bien sûr, on peut faire des bêtises dans ces moments-là. On peut avoir des troubles du comportement, des comportements sexuels qui sont inappropriés, qui ne correspondent pas à ce qu'on fait habituellement, ou des consommations de produits stupéfiants. C'est très rare quand même. Heureusement, je vous rassure. Heureusement qu'on n'a pas ça à chaque cycle. Mais bien sûr, quand on a un trouble bipolaire, qui est un trouble qui touche 1 à 2% de la population, pour lequel d'ailleurs il n'y a pas de sexe ratio féminin. Ça, c'est un grand mystère. C'est-à-dire que la dépression, il y a un sexe ratio beaucoup plus important chez les femmes. Le trouble bipolaire, autant d'hommes que de femmes. Et le trouble bipolaire est caractérisé par une alternance donc de phases de manie, donc on parlait juste avant, et de dépression. Et donc, dans le trouble bipolaire, bien sûr, les menstruations, ici, la cyclicité féminine fait qu'on peut avoir des variations de notre humeur. Est-ce qu'on peut avoir une définition précise de ce que c'est le trouble dysphorique prémenstruel?
Donc le trouble dysphorique prémenstruel, c'est un trouble qui touche les femmes, qui peut survenir donc dans la phase lutéale du cycle, et pour lequel, dans les définitions psychiatriques, il faut toujours se méfier des définitions, mais en tout cas, c'est une aide pour le diagnostic, il faut qu'il y ait au moins 5 symptômes, avec un des 3 symptômes suivants, soit une tristesse, une humeur dépressive, une anxiété très marquée, et une instabilité, une labilité de nos émotions, avec la sensation de passer par exemple du rire aux larmes, d'avoir comme ça une instabilité. Il faut qu'il y ait au moins 2 des symptômes suivants, une diminution de l'intérêt pour les activités, une difficulté de concentration, des symptômes physiques, un peu des douleurs, qu'on peut avoir, douleurs articulaires, une fatigue, et puis une augmentation ou une baisse de l'appétit, ou une augmentation, une baisse du sommeil. Ça, c'est typique des symptômes de troubles dysphoriques prémenstruels, mais on peut avoir aussi chez certaines femmes des idées suicidaires qui viennent de façon cyclique, c'est-à-dire qu'elles sont là quand les symptômes sont présents, à la fin du cycle, et puis elles disparaissent de façon un peu magique, d'un seul coup, comme si elles n'avaient jamais existé. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Et dans ce cas-là, on vous conseille de consulter, bien sûr, votre médecin et votre psychiatre si vous en avez un. Pendant, mettons, le cycle il dure 28 jours, pendant 20 à 23 jours, elles vont être de leur humeur assez normale et égale. Et après, elles vont être très mal pendant quelques jours avant leurs règles. C'est ça qu'il faut s'imaginer. Voilà, et au moment des règles, hop, on revient à un état stable. Ok. Alors, c'est variable selon les femmes, la temporalité, c'est-à-dire ça va de 2 semaines ou 14 jours jusqu'à 1 semaine avant les règles. Et puis, c'est variable selon les cycles aussi. C'est-à-dire, il y a des femmes qui vont avoir certains cycles qui sont très marqués, d'autres beaucoup moins marqués. Mais on sait quand même qu'il y a des profils, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont vraiment une sensibilité aux hormones, et donc avec une modification de leur humeur. Et donc, nous, c'est une des questions qu'on pose en consultation. C'est une des premières questions quand on a une femme qui a des problèmes de dépression, qui a des problèmes de régulation émotionnelle. Première question qu'on pose, alors il y en a plein d'autres, mais c'est justement, en fonction des cycles, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui changent? Et là, très souvent, on voit quelque chose s'allumer dans l'œil. Ah, mais oui, c'est vrai, j'y avais pas tellement pensé, mais finalement, quand vous me le dites, j'ai des fluctuations qui sont vraiment cycliques, en fait, et mensuelles. Et en général, quand c'est associé à ça, on a aussi des fluctuations saisonnières, c'est-à-dire des femmes qui vont être beaucoup plus déprimées l'hiver et beaucoup mieux l'été. Et donc, c'est des choses qui sont assez associées. Moi, ce que Alors, attends, du coup, qu'est-ce que vous conseillez aux patientes? C'est peut-être de faire un carnet, je sais pas, parce que, par exemple, pour parler de troubles dysphoriques, il faut que ce soit sur, je sais pas, 3 mois, 6 mois ou... Il faut que ça soit assez régulier. Après, on peut proposer à la jeune femme de faire un calendrier en mettant l'intensité, les symptômes qu'elle peut ressentir, puis la durée, qu'on puisse un peu analyser et proposer une prise en charge personnalisée en fonction de ce calendrier. Et du coup, la prise en charge, est-ce qu'il y a des gynécos ou des psychiatres qui travaillent main dans la main, ensemble, comme il y a en cardio-gynéco maintenant? De plus en plus, il y a des équipes de cardio qui bossent avec des équipes de gynéco. Est-ce que c'est le cas aussi en psychiatrie ou pas encore? En nous posant la question, je te vois sourire, parce que je sais que tu la connais déjà. Alors, on aimerait bien que ça se fasse, et je pense que ça va se faire. Dans les 10 à 20 prochaines années, je crois que c'est le mouvement qui est en train de se lancer. Alors, les maisons des femmes, d'ailleurs, notamment celles qui ne sont pas uniquement dédiées à la violence, moi j'ai travaillé celle de la Pitié-Salpêtrière, il y a aussi une dimension santé sexuelle. On a ces questions-là qui se posent, et on a cette coordination entre psychiatres, sages-femmes, gynécologues qui se mettent en place. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien monter des unités spécialisées dans la santé mentale des femmes pour travailler de façon coordonnée avec toutes les différentes spécialités finalement. Parce que la réponse, du coup, dans le trouble dysphorique, elle est gynécologique ou elle est psychiatrique? C'est une très bonne question dans le sens où, finalement, en termes de prise en charge actuellement, c'est des femmes qui accèdent assez peu à un psychiatre, voire même pas du tout en fait, sauf au moment d'un épisode dépressif grave dans lequel il y a besoin d'une prise en charge, et où là, en refaisant les 15-20 dernières années de vie, on se rend compte qu'il y avait ça, qui aurait pu être prise en charge avant, et qui a donné de la fragilité peut-être aussi. On l'a pas dit au début, mais la dépression, c'est pas uniquement psychologique, on dit que c'était corporel, mais à chaque fois qu'on a un épisode de dépression, notre cerveau, il souffre, en fait. Il y a une souffrance cérébrale, il y a une cicatrice de chaque épisode, il y a une cicatrice de chaque moment comme ça de tristesse. Et plus on fait de dépression, plus on a une fragilité après à en refaire. Et donc, plus la dépression est longue d'ailleurs aussi, plus on a cette fragilité. Donc l'objectif, quand on est psychiatre, en tout cas, qu'on s'occupe de la santé mentale des femmes, c'est essayer vraiment d'intervenir le plus tôt possible, de réduire au maximum les symptômes et prendre en charge précocement ces troubles dysphoriques prémenstruels, ça en fait partie. Et je crois que ce qui est compliqué aussi, c'est que depuis leur enfance, les femmes sont conditionnées finalement à dissimuler les douleurs, leurs règles. Et donc, en fait, elles ne s'autorisent pas à aller voir des spécialistes, à verbaliser leurs difficultés. C'est des symptômes qui sont vraiment minimisés dans la société actuelle et qu'il faut vraiment remettre devant de la scène pour que ça soit mieux pris en charge.
Comment on les soigne, ces dépressions-là? Justement, qu'est-ce qu'on donne aux femmes pour les aider? Donc, quand il y a un épisode dépressif qui est diagnostiqué, on peut proposer donc des psychothérapies de type thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, la gestion de stress par la cohérence cardiaque. Donc, voilà, il y a des choses non médicamenteuses, mais voilà, si l'épisode est modéré à sévère, on proposera en association un antidépresseur de type plutôt ISRS, donc inhibiteur de la recapture de la sérotonine, qui est très souvent très bien toléré, en disant que c'est pour une période qui peut être transitoire, une sorte de béquille médicamenteuse pour aller mieux. Il y a aussi des thérapies, hormonales qui peuvent être proposées, mais qui n'ont pas vocation à substituer l'antidépresseur, donc de type, pilule ostroprogestative, par exemple, ou je crois qu'il y avait de la progestérone en ovule, ou d'action prolongée. Dans leurs effets secondaires, on connaît les épisodes dépressifs, on sait qu'il y a plein de femmes qui ont été sous pilule et qui l'ont très peu toléré, donc enfin, c'est pas du tout de votre faute, mais comment on fait, quoi? Ça, c'est un vaste sujet. Alors justement, il y a un chapitre dans le livre sur ça, parce qu'il y a un mystère encore aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a un débat, il faut faire très attention quand on donne des informations sur ce sujet-là. La contraception, on le rappelle, hein, c'est extrêmement important. Et en même temps, il y a 40% des femmes qui sont sur pilule ostroprogestative qui vont avoir des symptômes de modification émotionnelle, on va dire, au début de la pilule, qui s'améliorent quand la pilule s'arrête. Ça ne veut pas dire que c'est des dépressions. Ça veut dire, par exemple, qu'il y a un peu plus d'irritabilité ou un petit peu moins d'édonie, de capacité au plaisir, un petit peu moins de libido, c'est des choses assez classiques. Et ça fait partie d'ailleurs des causes classiques aussi d'arrêt de la pilule auprès de leur gynécologue. Et bien, tout ça, en fait, c'est assez étonnant, parce que dans le trouble dysphorique prémenstruel, la pilule, il y a plusieurs études qui l'ont montré, les pilules ostroprogestatives peuvent permettre d'améliorer cette cyclicité. Les progestatifs qui suppriment les cycles purs, notamment, c'est quelque chose qui est très utilisé, notamment aux États-Unis. Mais le niveau de recherche, le niveau de preuve encore de la recherche est assez faible. Parce que, comme on l'a dit au début, c'est un terrain à défricher, en fait, qui est connu, mais pas vraiment exploré, pour lequel il y a probablement aussi moins d'intérêt pharmacologique au niveau financier. Hein, donc, les labos qui mettent un peu moins d'argent là-dedans. Mais bon, un terrain à défricher, donc probablement des réponses là dans les années qui viennent sur des thérapies qui seront peut-être plus du tout des thérapies antidépressives classiques. Il y a un axe de recherche qui est intéressant, c'est tout ce qui est neurostéroïdes. Donc, Anna, on avait déjà parlé sur dans la dépression du postpartum, qui est extrêmement intéressant parce que ça vient moduler en fait les effets des hormones sur le cerveau. Alors ça, Tu peux expliquer un peu mieux ce que c'est les neurostéroïdes parce que alors c'est des molécules qui sont connues depuis très longtemps en fait, qui sont à la fois des hormones et des neurotransmetteurs. C'est-à-dire qu'elles ont à la fois des rôles au niveau du corps, comme messagers chimiques, les hormones c'est ça, et en même temps des neurotransmetteurs, c'est-à-dire qu'elles sont dans le cerveau, elles rentrent dans le cerveau, et elles vont modifier encore une fois l'activité cérébrale. L'avantage de ces hormones, c'est qu'elles modifient tout d'abord une voie cérébrale qui est impliquée dans l'inhibition, qu'on dit les voies GABAergiques, et ça, cette voie-là, elle est très connue pour être probablement liée à la dépression du postpartum, liée à la dépression au féminin, et liée aussi peut-être à ces troubles dysphoriques prémenstruels. Donc ça, il y a un axe de recherche sur ces nouveaux traitements, et encore une fois, il ne faut pas les prendre tout seul, hein, de toute façon, ce n'est pas disponible en France, mais qui permettra peut-être d'avoir des réponses spécifiques de médecine personnalisée pour les femmes qui souffrent de ce symptôme. Et les résultats aux États-Unis sont de bons résultats ou... Il y a des résultats pour l'instant qui sont plutôt de phase préliminaire, donc il n'y a pas encore ce qu'on dit des phases 3, avec la possibilité de tester sur des grands échantillons. Je pense que d'ici 5 ans à peu près, on pourra avoir... Mais a priori, il ne sera pas disponible en France vu son prix. Alors, il y a une question de prix, et donc c'est sûr qu'il y aura aussi un temps pour que notre système de santé puisse absorber, comme d'habitude, les innovations thérapeutiques. On y a accès 10 ans après en général. D'ici à ces innovations, ce que je retiens et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si aujourd'hui une femme est extrêmement gênée par son syndrome prémenstruel ou ce qu'elle appelle son syndrome prémenstruel, c'est-à-dire qu'elle note des grands changements, que, je sais pas, par exemple, elle va beaucoup plus pleurer ou qu'il va y avoir des changements d'attitude, vous lui conseillez, bon, on en parlait à sa sage-femme, ça on connaît, mais aussi peut-être d'aller voir un psychiatre, c'est-à-dire, ça peut faire peur quand même. On se dit, bah non, mais moi je vais pas bien avant mon cycle, mais comme tout le monde, pourquoi j'irais voir un psychiatre? Est-ce qu'on peut rassurer nos auditrices? Ça peut être une bonne chose à faire. Mais c'est vrai qu'en France, on a une vision du psychiatre quand même assez négative. On est encore à imaginer le vieux psychiatre au fond de son cabinet qui répond pas à nos questions. Et en fait, la psychiatrie, c'est une spécialité qui
qui est moderne et qui, voilà, il y a une révolution en termes de recherche. Il y a des jeunes psychiatres. Voilà, aux États-Unis, on va consulter un psychiatre comme on va consulter un médecin généraliste. Donc il faut vraiment changer sa vision des choses. Et en changeant notre vision des choses, on permettra justement à ces femmes de venir plus consulter, parce que ces dépressions-là, on sait les traiter. Mon message, c'est vraiment, n'attendez pas, venez le plus rapidement possible, parce que plus vous venez rapidement et plus ça sera facile à stabiliser. En France aussi, on confond psychiatrie, psychanalyse, psychologie, sans faire une grande définition parce que ce serait un peu compliqué. Mais vous êtes psychiatre, donc vous êtes médecin, juste. Et psychologue et psychanalyste, c'est autre chose. Ça peut être complémentaire d'ailleurs dans les approches, je me doute, mais juste pour que nos auditrices le sachent. Non, puis même, il faut C'est une quand même dire spécialité de la que médecine. psychanalyste et psychologue, c'est même deux Oui. choses qui sont Qui bien... sont elles-mêmes différentes. Oui, vraiment différentes. Psychologue, c'est à la C'est-à-dire fac, que et psychanalyste, c'est par autre exemple, chose. ça peut pas être prise dans le parcours, mon parcours psy, là où on a prise en charge. Sauf s'ils ont la double spécialité. Sauf s'ils ont la double spécialité, bien sûr. Donc on peut être les trois ensemble. Oui, Bien sûr, c'est exactement. trois pratiques différentes. Trois pratiques différentes. Mais dans votre livre aussi, il y a quelque chose que vous répétez comme une petite rengaine, c'est on peut pas tout expliquer par la biologie. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est un piège, la biologie. On le met à un moment d'ailleurs, parce que alors nous, on est médecins, on a été formés dans cet environnement d'explication biologique des choses et qui nous donne du sens sur des phénomènes qui sont mystérieux, sur des phénomènes qui sont présents dans nos sociétés. Et en même temps, ça nous biaise un petit peu. Parce que souvent, cette grille d'explication, elle est fantastiquement intéressante et elle nous rassure. On voit des choses, on voit des mécanismes, on comprend ces mécanismes. Et en fait, il y a plein de faisceaux de mécanismes qui expliquent le phénomène qu'on est en train d'observer. Et on sait que sur tout ce qui touche au féminin en général, dans nos sociétés occidentales, et puis à travers le monde aussi, et puis tout ce qui touche à cette médecine au féminin, et en fait, ces faisceaux explicatifs, ils vont avoir aussi beaucoup de sens. La vision sociologique, la place de la femme dans la société, les inégalités socio-professionnelles, le harcèlement et les violences. On a un chapitre sur les violences qui, pour moi, est un chapitre crucial dans le livre, parce qu'on essaie de décortiquer un peu, on fait un pas de côté sur ce qu'on peut imaginer des violences. Tout ça, en fait, c'est aussi impliqué avec la dépression au féminin et aussi avec ces troubles dysphoriques prémenstruels. Lucie en parlait tout à l'heure, mais la vision sociétale sur les règles, sur ce qui se passe aussi en termes de symptômes psychologiques associés à cette période prémenstruelle, a un effet sur les symptômes. Donc si aujourd'hui les femmes elles font 2 fois plus de dépression, c'est parce qu'il y a 2 fois plus de causes, si je dois schématiser très grossièrement, ou en tout cas il y a énormément de causes qui peuvent expliquer qu'elles soient susceptibles de faire plus de dépression. Exactement, les troubles mentaux en général, la santé mentale, c'est l'association de plein de choses. Il y a de la génétique qui joue, c'est la construction de notre cerveau, la génétique. Il y a des facteurs de vie, tout ce qu'on a traversé dans notre épreuve, la vulnérabilité. Et puis il y a un milieu, il y a un moment, un milieu où on est dans quelque chose et on ne vit pas dans une espèce de sphère qui flotte au-dessus du monde. On est dans un monde avec plein d'imprégnations, plein de choses. Et ça, c'est majeur en fait pour l'expression de la dépression. Il y a d'autres affections aussi qui peuvent s'ajouter. Est-ce qu'on peut imaginer que des troubles dont on a déjà parlé dans Tout sur elle, c'est-à-dire SOPK, endométriose, enfin des maladies qui concernent quand même une femme sur 10 quasiment pour chacune, est-ce qu'on peut imaginer qu'elles aussi, elles vont jouer dans un état altéré mental pour les femmes dans des troubles? Alors l'endométriose, par exemple, c'est un sujet qui est vraiment récent, et pourtant les femmes en sont atteintes depuis des décennies. Un syndrome qui est très important, parce que les femmes vont avoir des douleurs terribles qu'on a attribuées finalement pendant de longues années aux règles, et donc en gros que c'était normal. Donc ça, c'est vraiment, je dirais une vision compliquée, parce que c'est des femmes qui ont souffert pendant des années, qui n'avaient pas de diagnostic, et donc ça va contribuer finalement à être un facteur de risque de dépression, bien évidemment. Et donc il faut vraiment changer la vision des choses pour qu'on puisse avoir des prises en charge qui soient beaucoup plus adaptées. La douleur, en fait, ça altère la santé mentale. On comprend aisément que d'avoir tout le temps mal, ça rend zinzin au bout d'un moment. Non, c'est un peu ça, cette idée-là, toute simple. Bien sûr, d'avoir des douleurs comme ça, chroniques, invalidantes. Ouais. Ça fatigue, on n'a pas le même fonctionnement, on peut pas faire grand-chose professionnellement, familialement, et donc oui, c'est un facteur de risque de dépression.
D'un point de vue cérébral, les zones de la douleur physique et les zones de la douleur psychologique, qu'on retrouve dans la dépression, en fait, elles sont très proches. Elles sont quasiment les mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes, mais extrêmement proches. Elles ont évolué de façon conjointe. Et donc, en fait, quand on a une activation chronique de ces zones par des troubles douloureux complexes, ça peut être la fibromyalgie, par exemple, eh bien, on a aussi beaucoup plus de risques de développer des syndromes dépressifs. L'association avec l'endométriose, avec les SOPK, il est aussi beaucoup plus large que juste cette dimension de douleur. On sait qu'il y a de l'inflammation qui va être associée à ces troubles. Et on sait que dans la dépression, l'inflammation, elle va avoir des effets sur le cerveau, elle va modifier un peu la chimie cérébrale. Et donc, il y a probablement aussi des causes qui sont des causes très biologiques. Encore une fois, une association de plein de choses qui font qu'il y a un surrisque. Et l'endométriose, ça donne aussi une perception de son corps qui est très différente et qu'un homme ne peut pas comprendre d'ailleurs. Moi, c'est une perception que j'aurais jamais, que je ne peux pas comprendre. Et donc, notre interoception sera toujours différente sur ça. Et puis, ça altère aussi la fertilité. Donc, ça ajoute aussi quelque chose sur l'avenir et donc, qui est très important chez la femme. Et la dépression, ça touche combien de pourcentage des femmes au cours d'une vie, par exemple? Parce que finalement, j'ai pas tellement, pour la dépression du postpartum, on voit à peu près. Mais là, j'ai pas du tout d'idée, moi. Donc, la dépression, 5% de la population à peu près qui en souffre. On estime... Ah ouais, c'est quand même pas mal, hein. 5% qui en souffrent, voilà, quand on prend un point fixe. Et on estime entre 15 et 20% des femmes qui auront un diagnostic de dépression. Ouais, donc en fait, c'est la partie immergée de la vie. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre dans l'intimité des foyers, quand on rentre dans l'intimité des vies, et très souvent, on s'en rend compte des années après, et quand on est psychiatre ou les médecins généralistes, quand ils ont les patients dans leur cabinet, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus fréquent. Je rappelle les critères de dépression, c'est plus de 15 jours, donc c'est court 15 jours, avec 5 symptômes. Et un des 2 symptômes principaux, c'est soit cette tristesse, cette douleur psychologique, soit cette absence de plaisir. En fait, très souvent, on a tous dans notre vie traversé un moment comme ça. Et c'est pas forcément grave. Il ne faut pas considérer que la dépression en soi, parce que c'est une dépression, est grave. Si grave, c'est la dépression qui n'est pas prise en charge, dissimulée, et qui va avoir des conséquences sociales, familiales, conjugales, professionnelles. Est-ce que tu peux rappeler l'intégralité des 5 symptômes? Oui, alors, donc encore une fois, l'un des 2 symptômes cardinaux, tristesse ou anédonie, manque de plaisir. Ensuite, des symptômes qui touchent le corps, c'est-à-dire le ralentissement, qui peut être aussi l'accélération, comme on l'a vu juste après, qui touche l'appétit, l'anorexie, mais ça peut être aussi l'hyperphagie, qui touche les fonctions cognitives, c'est la façon dont on va réfléchir, notre mémoire, c'est les troubles neurocognitifs. Très souvent, on a une amnésie partielle, on peut avoir aussi des troubles de la mémoire du travail, par exemple. Des croyances dépressives, ça c'est crucial, c'est-à-dire la sensation que le monde est noir, qu'on n'a aucune valeur, que l'avenir est impossible, des idées suicidaires qui peuvent être présentes également. Et tout ça, souffrir d'une dépression pendant trop longtemps, ça va avoir des conséquences sur quoi? Est-ce qu'on peut faire un rappel de qu'est-ce que ça crée dans une vie? Alors ça va bien évidemment altérer le fonctionnement professionnel, familial, social. Enfin, c'est vraiment un tsunami dans la vie d'une personne et puis dans la vie des proches aussi. Et ce qu'on ne dit pas assez souvent aussi, c'est que le corps est victime de la dépression. Et donc, le corps va, par exemple, chez les femmes, il va y avoir plus de troubles cardiovasculaires, par exemple. Donc, il va y avoir vraiment une action sur le corps. Et si on le laisse traîner, plus d'infarctus du myocarde, etc. Et est-ce que c'est vrai qu'une dépression, plus elle est prise en charge précocement et plus facile elle est à soigner, ou ça, c'est un peu faux? C'est tout à fait vrai. Donc, un des troubles qui est terrible dans les troubles dépressifs, c'est ce qu'on appelle les troubles dépressifs résistants. Donc, c'est quand on a résisté à 2 antidépresseurs différents. Et ça, une fois que ça s'est mis en place, en général, c'est après 1 an, 2 ans de prise en charge, on a beaucoup plus de mal à sortir de cette dépression. Donc, c'est vraiment l'objectif dans la dépression, c'est d'agir rapidement. Et quand on a des symptômes, allez consulter le plus rapidement possible, c'est pas grave. On prend en charge les choses et puis après, ça disparaît et on avance. Voilà, c'est vraiment, il faut pas avoir trop de culpabilité à aller consulter pour ces symptômes. On n'est pas condamné à être dépressif ou dépressif toute sa vie. On n'est pas condamné, heureusement, ça, c'est impossible. Mais par contre, on a, c'est vrai, des personnes qui vont avoir une vulnérabilité à refaire des dépressions ou avoir des dépressions qui sont longues. Il y a des vulnérabilités génétiques, il y a des familles dans lesquelles la construction du cerveau, en raison de nos gènes, en fait, donne cette vulnérabilité-là. Ça ne veut pas dire du tout que c'est définitif. Parce qu'en fait, en modifiant son mode de vie, avec des traitements parfois adaptés, avec une prise en charge adaptée psychothérapeutique, qui peut être sur le long cours, au cours de la vie aussi, on peut avoir tout à fait une vie sans dépression. On entend beaucoup parler du sport comme étant presque le meilleur traitement contre la dépression. On entend aussi parler beaucoup de compléments alimentaires, de supplémentation en zinc, en vitamine D, en oméga 3, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, tous les deux? Alors, c'est tout à fait vrai et en même temps,
un peu faux, dans le sens où finalement, ça donne une vision de la dépression comme quelque chose qu'on peut maîtriser, que soi-même on peut changer en faisant du sport, en se donnant un coup de pied aux fesses, en y allant tous les matins, en étant fort. Quand on est déprimé, quand on a un vrai épisode dépressif caractérisé, ça, c'est totalement impossible. C'est infaisable. Et donc, ça peut avoir cet effet un peu pervers de, parfois, culpabiliser à outrance des patients qui sont eux-mêmes privés de toute leur énergie. Moi, je dirais que le sport et les compléments alimentaires, ça peut être une bonne aide, un peu comme antidote pour prévenir la rechute d'une dépression. Quand on est sorti de cet épisode, quand on a récupéré son énergie, récupéré ses moyens d'agir, en effet, un bon rythme de vie, l'activité physique en fait partie, l'alimentation en fait partie, notamment pour réduire l'inflammation, dont on a parlé tout à l'heure. L'inflammation, c'est la réaction un peu du corps, comme s'il était attaqué par un virus, par une bactérie. Et ben, on a, par exemple, avec notre alimentation occidentale, des taux d'inflammation qui vont augmenter en fonction de l'alimentation. Donc ça, c'est des facteurs sur lesquels on peut jouer. Mais pendant l'épisode, c'est pas du tout ce qu'on va mettre en premier lieu. Et voilà, attention à cet effet à double tranchant. Anna, c'est un rappel qu'on fait souvent. On préconise souvent aux femmes d'aller voir une sage-femme, d'aller voir leur médecin. Je pense qu'aujourd'hui, on peut ajouter aller voir un psychiatre. Mais oui, vraiment, les gens s'imaginent des choses absolument abominables. Enfin, on imagine un psychiatre, je sais pas, c'est un espèce de monstre perdu dans les hôpitaux ou dans les cabinets obscurs. Pas du tout. Allez regarder leur tête sur Internet, mais vous verrez, moi j'en connais plein des psychiatres, et les psychiatres sont des gens tout à fait normaux, sympathiques et souvent très drôles. Donc n'ayez pas peur des psychiatres et des psychologues, bien sûr. Allez les voir, allez les voir, allez les voir, allez les voir. Merci en tout cas, merci Hugo et Lucie, merci d'avoir été là aujourd'hui. On vous retrouvera pour un autre épisode de Rien. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.